problèmes? Oui, certes. On a des problèmes de réfugiés. Au niveau de la République, ou la frontière avec la République centrafricaine, des dizaines de milliers de réfugiés. Vu le conflit en République centrafricaine, on a des problèmes, le même problème au niveau de la frontière avec le Sud-Soudan. Il y a des réfugiés rwandais qui sont toujours à l'est du pays. Des réfugiés burundais dans la plaine de la Ruzizi et à Lusenda. Et il y a des discussions ou des contacts qui sont en cours pour qu'il y ait une solution concertée à ce problème. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des compatriotes à nous qui sont allés en Ouganda, vu les opérations en cours aujourd'hui contre les ADF au niveau du Nord Kivu, et le Sud Kivu aussi la même chose. Est-ce qu'on a des problèmes liés à la sécurité ou la sécurisation de nos frontières? La réponse est oui. Mais comment est-ce que l'on peut aborder ou résoudre ce problème à moyen terme, à court, à moyen et à long terme? Notre approche, c'est qu'il faut qu'il y ait des solutions concertées entre les pays concernés et nous-mêmes. La même chose en ce qui concerne le problème lié aux groupes armés, les récalcitrants qui sont en Ouganda, les autres au Rwanda, le trafic de minerais, comment contrôler et maîtriser tout ça? C'est d'une façon concertée. Tout d'abord, une organisation interne ici au pays, ou réorganisation. Et puis par la suite, une concertation au niveau de la région et sur le plan bilatéral. Mais l'ambition de la République démocratique du Congo, c'est de faire en sorte que la base de nos relations, le socle, soit la coopération économique. Une coopération économique entre les pays de la région. Une fluidité à travers nos frontières, la construction des infrastructures communes. Entre le Congo et ce voisin. Quelles sont les relations avec nos partenaires? On a de très bonnes relations avec tous nos partenaires. Avec tout le monde, sauf quelques exceptions. Quelques exceptions. Ces exceptions, c'est parce que le Congo a refusé le dictat. On a refusé le dictat sur ce que l'on doit faire, comment et quand. Ces exceptions, c'est parce que le Congo tient à se faire respecter. Et je le dis assez souvent, même l'homme le plus pauvre a besoin de ce qu'on appelle la dignité. C'est le minimum. Même si vous lui donnez à manger, vous lui devez le respect. C'est le minimum. Or, il n'y a personne qui nous donne à nous à manger.
nous, le Congo. Le Congo tient à sa dignité. Et le Congo doit être respecté à l'instar d'autres pays, d'autres nations du monde. Ces exceptions, c'est aussi parce que le Congo a refusé que l'aide ou l'argent soit utilisé comme moyen de subordination de notre pays. Comme si l'on peut acheter la souveraineté de la RDC, la République démocratique du Congo, ou même acheter son indépendance. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo, mon pays, n'est pas à vendre. Il y a des exceptions parce que le Congo a refusé et on a rejeté ce point de vue ou cette position, cette façon d'agir comme si le responsable congolais doit être nommé par, entre guillemets, le partenaire. Ce que nous voulons, c'est une coopération basée sur le respect mutuel. Le respect de notre peuple, le respect de notre pays, de nos institutions et de la même façon qu'on a du respect pour les autres pays, les autres peuples. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut encore donner au Congo, aux Congolais? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Le Congo a besoin que de ça, le respect. Nos relations avec la MONUSCO, cette mission des Nations Unies déployée dans notre pays depuis maintenant une vingtaine d'années, on doit clarifier dans les jours à venir nos relations avec la MONUSCO. Il y a une incompréhension parce qu'après une vingtaine d'années, on a comme l'impression que c'est une mission qui a comme ambition de rester. Mais rester jusque quand? Il n'y a rien de nouveau dans ce que je suis en train de vous dire ici. C'est depuis 2010, pour la première fois, 2010, que j'avais exigé du secrétaire général des Nations Unies l'époque de nous préparer un plan de retrait. Et depuis 2010, nous avons eu plusieurs réunions à plusieurs niveaux avec New York, Nations Unies New York. On a dressé le plan pour le retrait, plan rejeté. Si l'ambition c'est de considérer le Congo comme sous tutelle des Nations Unies, ils ne l'ont pas dit, du moins jusque-là. Et j'espère bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une cogestion de l'État congolais par la MONUSCO. Parce que c'est ça la tendance.
se réveille un bon matin, la MONUSCO a dit. Je me souviens, à l'époque, il y a quelqu'un qui avait posé la question, alors Monique, c'est qui? Ce n'était pas Monique, c'était Monique à l'époque. La MONUSCO a dit. La République démocratique du Congo va maintenant exiger le strict respect de ce qu'on appelle l'accord de siège SOFA en cycle. Violé à maintes reprises, à plusieurs reprises par la MONUSCO. On a plusieurs groupes armés, ou on avait à un certain moment plusieurs groupes armés à l'est du pays. Et on a toujours posé la question à nos amis de la MONUSCO. Citez-nous un seul groupe que vous avez eu à maîtriser, à éradiquer, parce que c'est ça le mot. Un seul. Aucun. Même les opérations en cours aujourd'hui, je parlais des opérations en cours, sont nos unités, les forces armées de la République démocratique du Congo. On avait un problème au Kassai. Et au niveau de la MONUSCO, ce n'était pas du tout un problème. Non, non, non. C'est plutôt le gouvernement, l'armée qui est allé sur place pour s'attaquer à sa propre population. On envoie les enquêteurs des Nations Unies sur place ici. Et au lieu d'avoir une bonne coordination avec les autorités sur place, sont vite dépêchés à Kananga. Et voilà, le pire est arrivé. Ils ont été décapités. Et de la manière la plus atroce. C'est seulement après cet incident que la MONUSCO s'est réveillée. Oui, 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 finalement ces gens sont des bandits, de mauvais garçons. Ce sont des terroristes. Et quand la population était aussi massacrée, et de la même façon, on avait fermé les yeux. Là, c'était des gentils garçons. Depuis 7 ans, on n'a fait que dire à la MONUSCO. Les ADF est un mouvement terroriste. Non, 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 c'est pas un mouvement terroriste. Le Congo, vous exagérez aussi. Il a fallu qu'il y ait de pertes au sein du contingent tanzanien. Et aujourd'hui, ils se sont réveillés plutôt. Oui, 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 finalement, ces gens sont des terroristes, ce sont de mauvais. Et j'ai plein d'exemples. Mais malheureusement, pas beaucoup, pas assez de temps. La situation économique, le social et les infrastructures, très très brièvement. Et je l'ai dit dans mon introduction, il y a eu une évolution positive, et même très positive, de la situation de notre pays par rapport à la situation d'il y a 15, 16, 17 ans. Depuis 2002, on a enregistré un taux de croissance positif. Aujourd'hui, on est à 3,5 à 4% de taux de croissance. Le taux de croissance moyenne
au niveau du continent est de 2%. Mais l'objectif pour nous, surtout les années 2014-15, c'était d'atteindre un taux de croissance à double chiffre, 10%. N'eût été cette crise économique mondiale. Notre bataille aujourd'hui, plutôt, c'est la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité de la monnaie, qui avait subi aussi des secousses, le franc congolais, il y a 4, 5, 6 mois. L'objectif, après cette stabilisation, et je l'ai dit, je l'avais dit il y a une année, c'est de diversifier notre économie. Aujourd'hui, l'attention est focalisée sur le secteur minier. Mais il n'y a pas que le secteur minier. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'agriculture soit une priorité, si pas priorité de priorité. Le secteur des hydrocarbures, on va accélérer et l'octroi de permis d'exploration et peut-être d'ici 2, 3, 4 ans, permis d'exploitation et bien entendu l'exportation. Parce qu'aujourd'hui, notre production se situe à entre 30 et 35 000 barils par jour. Et c'est uniquement au niveau de la côte. Or, on a aussi des gisements, ou la possibilité des gisements à l'intérieur du pays. « 70 à 80% de notre économie est dans l'informel. Le défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait un meilleur contrôle au niveau de l'économie, rendre tout ça formel. Et une des priorités pour le moment, c'est de réussir la réforme ou les réformes au pluriel, et en tête la réforme fiscale. Rendre beaucoup plus fluide les investissements et les affaires en République démocratique du Congo. En finir avec beaucoup de bureaucratie et la multiplicité de taxes. Et au fur et à mesure, avec cette amélioration de la situation économique, il y aura certainement des retombées sur le plan social ou sur le social. C'est déjà le cas, principalement au niveau des fonctionnaires de l'État. Quant aux infrastructures, je l'ai dit dans mon introduction aussi, notre politique, c'est de grands travaux. Reconstruire le pays. Pourquoi reconstruire le pays? Parce qu'on n'avait plus d'infrastructures. Ce n'était plus possible de quitter Matadi jusqu'à Kinshasa le même jour. Aujourd'hui, c'est déjà chose faite depuis 5-6 ans. On peut facilement, aisément quitter Kinshasa jusqu'à Matadi, jusqu'à Boma d'ailleurs, et les travaux sont en cours pour relier Boma jusqu'à la côte, jusqu'à Banana, Mwanda. La même chose en ce qui concerne d'autres routes
stratégique et clé. Bukavu, Uvira, là on va effectivement accélérer les travaux, le rythme. Et notre ambition, je l'avais dit il y a 3 ans ici, où c'était à l'Assemblée nationale, c'est de relier l'Est du pays à l'Ouest, ou du moins le Sud-Est du pays à l'Ouest. Et c'est en cours. Aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à Chikapa, les travaux jusqu'à Chikapa. Et les travaux de la part du côté plutôt du Katanga, ou l'ancienne province du Katanga, vers Mbujimai et Kananga sont aussi en cours. Lubumbashi, Kolwezi, la première fois que j'étais parti à Kolwezi, c'était il y a 10 ans, 10 ou 12 ans. C'était par route et il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, on a une très belle route de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi. Et l'objectif, c'est d'atteindre la frontière avec l'Angola, cela veut dire jusqu'à Dilolo. In fine, avec tout ce projet, on aura réunifié et le pays et nos provinces. On aura rendu le commerce beaucoup plus fluide et espérons bien le développement du pays. Voilà en gros ce que je peux dire. Fort dommage, j'ai comme l'impression que j'ai abusé de votre temps. Maintenant, à vous la parole. Mais j'aimerais bien que dans ces jeux de questions-réponses, d'ailleurs on aura combien de minutes? Combien de temps? Au total, nous devons consommer 1 heure. On a déjà consommé 1 heure, n'est-ce pas? 1 heure, oui. Mais comme vous êtes polyglotte, je souhaiterais en toute humilité que je puisse d'abord inviter en premier la presse francophone et ensuite la presse anglophone pour une question. Alors j'aimerais bien, merci beaucoup, mais j'aimerais bien que dans ce jeu de questions-réponses, que vous puissiez focaliser vos questions sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la République démocratique du Congo. Et pas des individus. Pas des hommes. Pas M. Kabila, M. X. La République démocratique du Congo, le processus électoral, etc. etc. À vous la parole. C'est combien? 2, 3 questions? 5 questions pour la presse francophone et 5 questions pour la presse anglophone. Oui, monsieur, venez ici. Rejoignez-moi ici. Oui. Venez, s'il vous plaît. Oui, oui. Déclinez votre nom. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Florence Maurice, RFI. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste du RFI. Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République. Une copie, du moins, une copie de la Constitution. Merci. Monsieur le Président, c'est Alain Kiouka pour le compte d'Antenne A. Vous avez brossé de manière ramassée le bilan de ces 17 ans. Non, ce n'était pas le bilan.
Bon, c'est une sorte de bilan parce que vous avez parlé de plusieurs points. Oui. Parce que je voulais poser cette question, mais je ne la pose plus. Mais plutôt savoir, en toute humilité, quel a été votre plus grand succès pendant ces 17 ans de règne et quelle a été votre plus grande faiblesse? Le succès, c'est la réunification du pays. Le succès, c'est le fait que le Congo existe toujours. Il est où, mon ami? C'est Antena. Le fait que le Congo existe toujours. Il y a beaucoup de gens qui avaient parié sur la disparition de ce pays. Le démantèlement de ce pays. Le fait que le Congo existe, qu'on a les institutions qui sont en place, et qu'aujourd'hui, on parle plutôt du 3e cycle des élections, c'est déjà une réussite. Sur le plan économique, etc., j'ai beaucoup parlé de ça. Faiblesse ou échec? Point d'interrogation. Peut-être que le regret, c'est que je n'ai pas réussi, ou ensemble avec mon équipe, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. C'était ça l'objectif de notre révolution. Il y avait le Zaïre, on est devenu le Congo, la République démocratique du Congo. J'ai comme l'impression que on a traîné un tout petit peu quelques points négatifs de l'époque. Le Zaïre en République démocratique du Congo. J'aurais bien voulu qu'en 2000, on est en 2018, d'avoir un Congolais ou l'homme, d'une façon générique, l'homme congolais nouveau. Une autre façon de voir les choses, de réfléchir, une autre façon de faire. C'est ça le regret. Mais il n'est jamais tard. Et on va continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Moi, c'est Kéry Katombe pour l'agence Reuters. En ce moment, au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, il y a des opérations militaires en cours contre les ADF Nalu. Ma question est de savoir si le FARDC, qui est l'armée de la RDC, à elle seule, va faire la différence et une fois pour toutes finir avec ce phénomène ADF Nalu pour que les fils et filles de ce territoire vivent en paix et pouvoir espérer évoluer normalement. Bien sûr, c'est cette même armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui avait mis en déroute plusieurs mouvements. Il y a les M23, aujourd'hui le groupuscule de Maï Maï, au centre du pays, Kamwenan Sapo, etc. On est déterminé. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que les ADF, c'est un mouvement terroriste, je l'ai dit. Au sein de ce mouvement, il y a et les Ougandais, et les Somaliens, et les Kenyans, les Tanzaniens, les gens venant du Tchad, récemment des Sud-Africains. C'est un mouvement terroriste. Notre approche, parce qu'on a décidé de lancer des opérations militaires contre ce mouvement, on va continuer avec ces opérations jusqu'à la fin de cette aventure des ADF. Mais on ne peut pas, on ne va pas exclure l'appui ou la participation par les renseignements d'autres pays, vu qu'il y a des éléments venant de ce pays, le pays que je viens de citer ici, et ce n'est même pas exhaustif. Mais pour le moment, les opérations sont en cours
Et il n'y a que les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur le terrain. Quant à l'appui d'autres pays, jusque-là, il n'y a personne qui s'est déjà prononcé pour appuyer ces opérations. Et on a cette capacité, la capacité d'aller jusqu'au bout avec cette opération. Oui. Monsieur le Président, bonjour. Thomas Nicolon de France 24. Je voulais avoir votre réaction à ce qui s'est passé en fin d'année 2017 et là en début 2018, c'est-à-dire il y a eu des manifestations, des marches, il y a eu des violences, il y a eu des morts et même proche des églises. En tant que président, qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être que tout d'abord, c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu le leur, et parmi eux les innocents, le policier et quelques manifestants. Et je pense que ce n'était pas du tout nécessaire. Une manifestation ne doit pas conduire à une situation de mort d'homme. Non, pas du tout. Mais je vous ai posé la situation depuis 2006. Le processus électoral dans ce pays. Vous êtes sans savoir que en 2006, on avait presque la même situation, manifestation. 2011, c'était même pire. Un candidat aux élections présidentielles était empêché de tenir son meeting de campagne dans cette ville par les militants d'un autre parti politique. Ce candidat, en 2011, c'était M. Joseph Kabila. Empêché. Alors, qu'est-ce que cela m'inspire? Je crois bien que il y a ce qu'on appelle la culture politique, mais aussi culture démocratique. Il faut cultiver ça. Je crois bien que l'on doit nous tous comprendre, ceux de l'opposition, majorité, l'administration, que les élections et surtout la pré-élection, il faut qu'elle soit une fête de démocratie. Une fête de la démocratie dans notre pays. Et il ne faut pas que ce soit le deuil. Si on a organisé les élections en 2006 et en 2011, c'est précisément parce qu'il y avait aussi une campagne électorale pendant un mois. Une campagne électorale, c'est plus qu'une manifestation. Les gens, ils se sont exprimés. 200, 300 partis politiques qui ont tenu des meetings partout à travers le pays. Et on n'avait pas autant d'incidents, ou du moins la perte d'envies humaines. Dans les jours à venir, notre mission sera de faire en sorte que nous puissions, on arrive à empêcher une fois de plus la perte en vies humaines, mais pas nécessairement en empêchant de manifestants ou manifestations. Mais en même temps, les organisateurs de ces manifestations doivent aussi répondre. Est-ce que ce sont eux les responsables de ces manifestations et par ricochet les résultats positifs ou négatifs, au lieu que ce soit uniquement l'État congolais? Dans les jours à venir, l'on va tout faire, et d'ailleurs c'est déjà en cours. Vous êtes sans le savoir que parmi les policiers un des policiers qui avait tiré sur entre guillemets manifestants, il a déjà été arrêté. Et là-dessus, on est vraiment strict.
quant aux forces de l'ordre et leur façon d'agir sur le terrain. Et de la même façon, on aimerait bien ou j'aimerais bien que les organisateurs et surtout les responsables soient aussi rigoureux avec les manifestants et leur façon d'organiser toutes ces manifestations. Voilà ce que je peux dire. Willy Kalengay, Géopolis. Monsieur le Président, je tire de votre allocution une phrase puissante. Vous avez dit la démocratie est un choix politique et idéologique. On ne nous a pas imposé, nous avons choisi de mettre en place un système démocratique. Vous avez dit aussi en donnant la mission à nos forces armées que leur mission était de gagner la paix. Alors, en évoquant aussi les prix élevés quand même du budget électoral et du développement, vous avez dit qu'il faut faire un équilibre entre faire les élections et faire le développement. Parce que nous parlons de démocratie, pourquoi ne pas faire un effort, et vous en avez les moyens, pour que le droit de manifester trouve un équilibre avec l'ordre public? Parce qu'aujourd'hui, c'est la même constitution que vous avez tout à l'heure évoquée, qui donne aux Congolais le droit de manifester leur point de vue. Et vous êtes un démocrate. Comment nous ne pouvons pas faire un effort en tant que nation pour que ceux qui ont un point de vue à manifester, qu'ils les manifestent sans forcément être dans une position dangereuse? Voilà ma question et c'est le souci de ce matin. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est ça mon souci aussi, monsieur Willy Kalengay. C'est ça le souci qui m'anime. Il y a actuellement, au moment où nous parlons, une loi au niveau du Sénat. Une loi sur manifestation adoptée, mais qu'on avait envoyée au niveau de la Cour constitutionnelle. Était jugée irrécevable et par conséquent, le Sénat et l'Assemblée nationale doivent une fois de plus revoir, réétudier cette loi. Moi, je pense que d'ici le mois de mars, ou à la session du mois de mars, vu que c'est une session extraordinaire qui est en cours, la session du mois de mars, on aura une loi qui va recadrer tout ça. Il ne faut pas oublier que la Constitution a prévu effectivement le droit de manifester, mais la même Constitution a aussi prévu que l'autorité administrative peut refuser ou rejeter une demande de manifestation. Il ne faut pas oublier tout ça. Alors, la démocratie, j'aime bien, mais la démocratie, ce n'est pas la foire. La démocratie, c'est magnifique. Mais la loi va nous aider à recadrer tout ça. Et j'espère bien que ce sera un nouveau départ pour tous ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, s'exprimer. Que ce soit à travers des manifestations, et principalement les manifestations. Permettez, nous allons alterner cette fois-ci. Le confrère William Edmondson de la BBC va vous poser 2 questions en anglais. That clearly must have some difficult memories, complicated memories for you. Can you speak a bit louder? Thank you for speaking to us on a day which clearly must hold some complicated and difficult memories for you. My first question, will elections definitely be held by the end of this year? And when the successor is chosen, will you stand down? The question is whether the elections... I'll start again. When will elections definitely be held before the end of this year? And when they're done, will you stand down? The electoral calendar that has already been published is very clear. It's clear in the sense that you have a timeline for the elections to be organized. And as soon as those elections are organized, and as soon as we have a winner for those elections, then the answer is very clear to your question.
But I've always also stated that probably the most important thing is not necessarily the elections. You can organize elections whenever you want. You can organize them today, tomorrow, day after tomorrow. But what's more important is what happens after the election. Do you have chaos? Or do you have stability, relative stability, in order for the country to go forward? We are gearing towards the second alternative, meaning perfect elections. I've always talked of perfect elections and long-term stability in our country. That's the way I see our electoral process. So you have the calendar and what happens after the elections, that's something else. And what happens after includes you standing down in favour of the winner of the election? What happens after? Would include you standing down in favour of the winner of the election. Why not? My second question... Or do you have any other proposals? My second question, the outgoing head of the United Nations Peacekeeping Force has said that political uncertainty in Kinshasa is contributing to conflict in the country. You talked about the need to ensure security before an election can take place. What do you say to his comments that the insecurity, the uncertainty here is a contributing factor? I don't have any comments in as far as what he said, because there is no political uncertainty. It's very clear where we're going because we have a roadmap, and I don't want for anybody, anyone, to leave the Congo with the impression that it's because you have a political situation or the organization of elections this year, and it's the main reason why you have the ADF, the LRA that we are chasing away, and all these other movements. These movements have existed before we had an electoral process. So I believe it's just baseless. Thank you very much, Mr. President. Excellent, Monsieur le Président de la République. On a encore le temps. Oui. On a encore le temps parce qu'il ne faut pas donner l'impression que on est en train d'esquiver, n'est-ce pas, les questions. On a encore le temps. Combien? 5-10 minutes encore? Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous demander l'autorisation pour que le confrère de BBC Swahili, Beletim Sochi, puisse vous poser une question. Non. C'est plutôt soit en français, soit en anglais. D'accord. Et j'ai comme l'impression Pauline Mouzalia, vous pouvez venir alors. Pauline Mouzalia. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Pauli Mouzalia pour le service Afrique francophone de la BBC. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Constitution prévoyait qu'il y ait des élections fin 2016. Ces élections-là, ces échéances ont été repoussées. La Commission électorale indépendante parle désormais de fin 2018. Quelle garantie les Congolais peuvent avoir de vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il n'y aura pas un nouveau glissement, un glissement sans fin? Merci. Les mêmes garanties qu'on avait en 2006 et en 2011. Qui a organisé les élections dans ce pays? Ce n'est pas la BBC. C'est une commission électorale. On a une élection électorale nationale indépendante qui a déjà publié le calendrier. Vous ne pouvez pas avoir d'autres garanties, à part ce que la CENI vient de publier. Un calendrier ou une feuille de route, l'organisation des élections. Et il n'y a pas que les élections cette année, il ne faut pas oublier.
Il y a aussi les élections en 2019. Il y a les élections, bien sûr, présidentielles, législatives, provinciales, et par la suite, le local, et ainsi de suite. Alors, vous avez, je crois bien, assez de garantie que les élections sont organisées de la même façon que les élections étaient organisées en 2006 et en 2011. Monsieur le Président de la République, bonjour. Merci au nom des correspondants accrédités à Kinshasa pour cette conférence de presse. Samir Tounsi pour l'agence France Presse. J'ai relevé, lorsque vous abordiez le processus électoral, que vous avez évoqué des choix à faire entre le coût des élections, le développement. Vous avez évoqué à un moment, à propos du processus électoral, un risque de saut dans l'inconnu. Pourriez-vous nous détailler? Est-ce que cela veut dire qu'en cas de situation politique très tendue, ces élections pourraient être de nouveau reportées en concertation avec la CENI? Et une deuxième chose, dans le même ordre d'idée, vos adversaires ne vous font pas confiance. Ils vous reprochent souvent, vous ou votre majorité présidentielle, de vouloir organiser un référendum, peut-être pour modifier la Constitution, pour sortir de la crise politique dans laquelle ils affirment que la République démocratique du Congo se trouve actuellement. Donc nous profitons de cette conférence de presse pour vous donner l'occasion d'apporter une réponse à ces commentaires que nous entendons régulièrement en lisant la presse, en parlant avec les acteurs de la vie politique ou de la société civile. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que la CENI a déjà publié un calendrier électoral. Je n'ai vu nulle part sur ce calendrier l'organisation du référendum constitutionnel. Je n'ai pas vu ça. Est-ce qu'on a une copie du calendrier électoral? Alors merci beaucoup. Il faut consulter ce calendrier alors. Hein? Voilà. Alors, la première question c'était... Je reviens sur vos propres propos. Ah, oui, vous avez parlé de choix à faire entre le coût des élections et le développement. Oui. Vous avez parlé d'un risque de saut dans l'inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les élections pourraient être reportées si vraiment la situation dégénérait ou si les caisses de l'État se vidaient de nouveau, s'il y avait un nouveau risque? C'est un malentendu. Les élections, le budget est de 1,2 milliard en 2006. Le budget des élections était de 500 millions de dollars, 450-500 millions de dollars. Mon point de vue et ma position, et je l'ai dit à qui veut m'entendre, à mes interlocuteurs partout, je pense que c'est exorbitant. On ne peut pas avoir un processus électoral qui, pour cette année, va nous coûter 1,2 milliard de dollars. C'est extrêmement difficile. 1,2 milliard de dollars, c'est déjà plusieurs hôpitaux, plusieurs écoles, des universités on va construire, on peut construire plusieurs kilomètres de route. Les élections seront organisées, mais après l'organisation des élections, il faudra qu'il y ait une réflexion. Il faudra qu'il y ait une réflexion. Est-ce qu'on va continuer avec le même système? Ou bien est-ce qu'il faudra prendre des mesures et des réformes, engager des réformes pour rendre les élections moins coûteuses, comme c'est le cas. Rendre les élections moins coûteuses, économiser, n'est-ce pas, et le temps, et surtout le moyen. Et moi je pense que cela est possible et faisable. Le saut dans l'inconnu, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, et vous avez fait allusion aux manifestations dans la ville de Kinshasa, la question de savoir quel est l'objectif, quel est le but. L'objectif ultime, c'est d'atteindre, c'est d'aller où? Est-ce que c'est l'organisation des élections? Je ne pense pas, parce que le calendrier est déjà là. Alors, quelles sont
les propositions mises sur la table par ce manifestant. Je ne les ai pas, sauf si vous avez une copie de leurs revendications. Je n'ai pas une copie, ni une lettre, ni une déclaration dans le sens. C'est ça le saut dans l'inconnu. D'une part, il y a la CENI qui a déjà publié un calendrier, et de l'autre part, il y a des propositions, je qualifiais ça de proposition farfelue, qui vont nous amener nulle part, dans l'inconnu. Voilà, c'était plutôt ça, le malentendu. Monsieur André Ipakala, la référence magazine. Je reviens encore sur l'encadrement des manifestations. Je commence par Joseph Kabila Kabange, grand artisan de la paix. Moi, je l'ai écrit, je sollicite derrière un magazine sur cette matière. Ici, la préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, la RDC, sous votre gouvernance, est fière que nous avons aujourd'hui toutes les unités de la police formées pour l'encadrement des manifestations. À chaque fois qu'on parle de répression, c'est l'image de la RDC qui est ternie et c'est l'image de la République qui est ternie. Qu'est-ce qui manque à la République pour pouvoir encadrer les manifestations avec les unités de la police formées pour cette matière? Dernièrement, ici dans un rapport de cas de laïcs, des laïcs catholiques, ils ont relevé que sur les 26 provinces, il y a eu 12 manifestations, 12 marches bien encadrées par la police. Si c'était sur l'ensemble de la République, c'est une bonne image de la République que nous envoyons à l'extérieur. Qu'est-ce qui manque au président pour pouvoir envoyer de bonnes images avec un bon encadrement des manifestations? Oui, mais M. Ipakala, tu as déjà répondu à ta propre question. Si dans 12 paroisses, c'est ça? Non, 12 entités. Dans 12 entités, il y a eu un bon encadrement. Qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui se passe à Kinshasa pour que ce ne soit pas la même chose? À vous, n'est-ce pas, de répondre. Monsieur Ipakala, on est à Kinshasa il y a 2 ans, dans cette même ville. L'autorité provinciale avait accordé à des partis politiques l'autorisation de manifester. Tu te souviens du bilan? Est-ce que tu te souviens du bilan? Non. Autant de morts. Je ne suis pas contre les manifestations pacifiques. Je ne serai jamais contre les manifestations politiques. Mais si une manifestation a comme objectif de brûler, tuer les policiers, incendier le palais du peuple, c'était ça l'objectif en 2015. Incendier tout le monde ou tuer tout le monde. Et tu appelles ça manifestation pacifique? Et seulement parce qu'il y a un rapport, écoutez, je l'ai toujours dit à mes interlocuteurs qui viennent de Washington, Genève et consorts, c'est magnifique de rester dans vos bureaux climatisés. Vous n'avez pas des avis à émettre sur mon pays que vous ne connaissez pas. La culture, je l'ai dit à quelqu'un ici en répondant à une question, il y a la culture politique. Est-ce que moi j'appelle la culture démocratique dans un pays? Est-ce que les objectifs poursuivis par les manifestants sont en phase avec ce qu'on appelle la démocratie? Si c'est le cas, magnifique. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai répondu à la question. On aura une loi, certainement d'ici le mois de mars, qui
j'espère bien, va recadrer tout ça. Mais si dans 12 localités, villes, territoires, il y a eu des manifestations pacifiques très bien encadrées par la police, il faut alors féliciter cette police. Pourquoi est-ce que vous ne félicitez pas cette police? Et si à Kinshasa, il y a eu des grabuges, il y a des enquêtes qui sont en cours, on saura exactement qui est le responsable et qui a fait quoi et comment et pourquoi. Vous êtes aussi sans le savoir que pour qu'il y ait une autorisation de manifester, il faut qu'il y ait tout d'abord un responsable, il faut donner l'itinéraire de manifestation pour que cette manifestation soit encadrée par la police. Les manifestants ou les organisateurs, quand ils refusent même de signaler à la police si le trajet de notre marche, comment est-ce que la police ou cette police va sécuriser le manifestant en question? Comment? L'autorité provinciale avait invité les organisateurs et ils avaient refusé de répondre, avaient refusé de soumettre sur la table le plan de leur manifestation. Ici, c'est une question de confiance. Les manifestants doivent faire confiance à la police et de la même façon, la police ou l'autorité provinciale, dans ce cas-ci, la ville de Kinshasa, le chef-lieu ou soit le siège de nos institutions fera la même chose. Voilà ma réponse, monsieur Bakal. Marcel Ngoyi du journal La Prospérité. Excellence, Monsieur le Président, vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans une situation où vous évoluez seul contre tous? À l'interne, une frange importante de l'opposition, au nom de l'accord, se sent marginalisée. L'Église catholique, celle-là même qui vous avait aidé à résoudre le problème de la fin de votre mandat en 2016, cette Église semble aujourd'hui évoluer en dehors de vous. Et aujourd'hui, hier, on a appris qu'il y a une décision importante qui a été prise contre la maison Schengen ainsi que par rapport à l'agence de développement de la Belgique. Or, qui dit la Belgique entraîne ipso facto pratiquement toute l'Europe et pourquoi pas l'Occident. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous isoler? Non. Deuxièmement... Non, je n'ai pas cette impression. C'est ça la réponse à la première question. Oui. Vous confirmez les élections du 23 décembre 2018. Ces élections-là, Excellence, Monsieur le Président, est-ce qu'elles ne vont pas se dérouler dans des conditions non apaisées? Parce qu'il fallait la décrispation politique, la libération des prisonniers, la fin de l'exil pour ceux qui se trouvent en dehors. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'accord politique, l'accord de la Saint-Sylvestre a été appliqué de façon sélective? Non, pas du tout. Pas du tout. Le mois d'octobre 2006, le nom? Marcel Ngoyi, du journal La Prospérité. Monsieur Marcel, le mois d'octobre 2016, merci. Il y a le président Lassenko et son vice-président. Ils étaient venus me voir. C'était après l'adoption ou la signature de l'accord au niveau de l'Union africaine. Ils étaient venus me voir. Et c'était pour me dire, Monsieur le Président, nous pensons que l'accord signé au niveau de la cité de l'Union africaine, c'est un bon accord, mais il reste encore une frange de l'opposition. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter que nous puissions faire un travail pour que nous puissions ramener cette partie de l'opposition à adhérer à cet accord et comme ça on aura un accord complet.
J'avais dit merci. Je pense que c'est une bonne idée. Une très bonne idée d'ailleurs. Vous avez le feu vert. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, Monsieur le Président.